Le fait d'être éditeur n'est pas un hasard de la vie. Une vocation, c'est peut-être un peu exagéré aussi. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la production, donc chez Universal Disc. Et l'envie de devenir éditeur s'est fait très pressant au bout d'un certain nombre d'années d'expérience parce que je cherchais des chansons, et des bonnes chansons. Et c'est un peu le métier d'un éditeur. Oui, oui, tout à fait. Et c'était pas si facile d'en trouver des bonnes. Donc je faisais appel à des auteurs, à des compositeurs, éventuellement à des artistes, ce qui est exactement la base du métier d'éditeur. Ça fait 10 ans que je suis éditrice chez Warner Chappell. Le métier d'éditeur est triple, c'est-à-dire qu'il y a une partie de travail sur le back catalogue, sur le fait d'exploiter les œuvres. On a la chance d'avoir, par exemple, d'avoir un magnifique catalogue avec des chansons de Brel, de Brassens, de Barbara, de Balavoine, pour ne citer que les B. Et en fait, c'est un travail permanent d'exploitation de ce répertoire. Et on fait des opérations plus ponctuelles aussi. Par exemple, cette année, on a fait une compilation de musique de Georges Delerue, voilà, pour son anniversaire. Également, on est en train de travailler sur un projet sur Barbara. Ça fait partie, c'est une partie de notre quotidien. L'autre partie du quotidien, c'est de travailler des artistes plus confirmés aussi, qu'on a signé au départ ou non de leur carrière, comme par exemple Christophe Maé ou Anaïs, avec qui on va parler tout à l'heure, ou un certain nombre d'autres auteurs. Après, c'est de travailler donc avec des artistes qui sont interprètes et aussi des artistes qui sont auteurs ou compositeurs, et pas forcément interprètes et qui sont moins connus du public. Donc vous citiez tout à l'heure William Rousseau et Rodrigue Janois. William, que j'ai signé il y a presque 10 ans maintenant, et voilà, qui a fait une magnifique carrière de compositeur, comme Rodrigue d'ailleurs, ou des auteurs. Moi, je suis aussi très sensible au texte. Donc ça peut être avec Jérôme Attal, par exemple, avec qui on a commencé à travailler, que Oxmo Puccino ou Booba ou Orelsan, qui sont, à mon sens, voilà, des grandes plumes. Ça nous arrive souvent de construire le répertoire, d'essayer de trouver les partenaires qui vont travailler autour du projet, le label, le producteur de spectacle. Voilà, ça fait partie de notre quotidien. Et on connaît à peu près tous les interlocuteurs, évidemment, sur Paris. Et on essaye de trouver à chaque fois le meilleur partenaire. Moi, j'ai absolument pas le sentiment de materner mes auteurs, ni de les protéger. Je pense que c'est pas mon rôle. Je suis là pour les aider à faire les meilleures chansons possibles et faire que ces chansons existent après. Je dirais pas que c'est un métier facile. Je pense que quand on fait des paris sur des gens, c'est pas. Des fois on a raison, des fois on a tort. Ce qui est important, c'est d'avoir plus souvent raison que tort. Et évidemment, quand on porte quelqu'un ou qu'on accompagne en tout cas quelqu'un pendant une certaine période, il y a des moments où sur certaines scènes importantes ou je sais pas quoi, je pense qu'on peut arriver à être plus stressé que l'artiste. Oui, c'est horrible. Comme je dirige une maison qui a un peu une certaine importance, ça peut être une réunion juridique ou financière qui n'est absolument pas très fun, et après voir des artistes, écouter des chansons, éventuellement aller voir un concert évidemment si on a un artiste qui se produit. Bon, j'évite d'aller voir tous les artistes non signés sur lesquels mes DA ont des envies, sinon je passerai ma vie dehors. C'est les deux, mais à la base, c'est une rencontre artistique. C'est-à-dire que le directeur artistique qui était chez nous à l'époque, qui s'appelle Jérôme Laborie, m'a amené un CD de démo d'Anaïs. Et voilà, et comme lui avait craqué dessus, moi j'ai été. Voilà, il y a des chansons qui m'ont plu immédiatement, et après on s'est rencontrés, et après ça a été un coup de cœur humain. La démarche au départ, c'était de se dire on va sortir cet autoproduit pour exister et commencer quelque chose. Et en fait, c'est cet album-là qui a été sorti chez V2, et nous on se disait si on en fait 20 000, voilà, on aura réussi, quoi. Et après, il y a eu un enchaînement de bonnes choses, on va dire, qui font qu'au finish, ça a fini à 450 000 exemplaires. Pour un album dont on ne pensait jamais qu'il irait jusque-là au départ, même si les chansons, en fait, ont prouvé qu'elles le méritaient.
On écoute pendant le process d'enregistrement, enfin, on écoute en amont la sélection des chansons, on écoute avant les mix, on écoute à différentes étapes, on fait nos réflexions sur en tout cas, on exprime nos réactions sur la prod, s'il y a besoin de, voilà, si on pense qu'il y a certaines choses qui doivent être reprises ou pas. Après tout ça, le label aussi donne son avis, et au finish, c'est l'artiste qui tranche, et c'est très bien comme ça, c'est normal. On travaille sur l'essence même de notre métier, c'est-à-dire les chansons. Donc ça peut être le texte, la mélodie, la structure de la chanson. Voilà, on intervient à différents niveaux selon les besoins du projet. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai travaillé avec Jérôme Attal. On m'avait amené une maquette. Je trouvais le texte super et je trouvais la musique vraiment pas possible. Donc j'ai demandé si je pouvais récupérer le texte, rencontrer l'auteur. C'est un texte par ailleurs que j'ai placé sur une autre musique et au finish qui est devenue une chanson de Florent Pagny. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre collaboration avec Jérôme. Je pense que c'est important que l'artiste ne fasse pas toujours la même chose et qu'il sache prendre des risques. Il n'y a rien de plus chiant, à mon avis, qu'un artiste qui fait toujours le même album. Donc, de suivre ses envies. Après, il y a des bonnes expériences et il y en a des moins bonnes. L'avenir nous le dira. Mais je pense que c'est toujours important d'être dans la création, de reprendre un répertoire, c'est aussi être dans la création. Les temps dorés ne sont plus d'actualité, comme vous disiez. Je pense que l'éditeur est là effectivement pour aider ses auteurs à vivre s'ils n'ont pas d'autres sources de revenus, et dans le cadre où ils vont avoir un album qui sort dans 1 an ou dans 2 ans. Honnêtement, on n'est pas là pour subvenir à leurs besoins sur une durée indéterminée. On est là pour les aider à créer, essayer de leur donner les conditions de travailler. Mais si quelqu'un a un boulot et son album va sortir dans 2 ans, il vaut mieux qu'il garde son boulot. Là-dessus, on est très clair. Et en plus, c'est une responsabilité de dire à un auteur, maintenant aujourd'hui tu peux arrêter de travailler. Je pense qu'il ne doit pas relever de notre domaine de compétences. On fait toujours des avances à des artistes. Après, le processus est très lent quand on démarre pour gagner de l'argent. Et le but, c'est de gagner de l'argent, c'est pas de vivre de ses avances. Et les avances, ça fond au soleil. Donc, bien sûr, on fait des avances à nos auteurs, bien sûr, on les aide, évidemment, mais c'est pas là-dessus qu'ils doivent tout fonder pour créer. La synchro, c'est le fait de synchroniser une musique, une chanson avec des images. Donc que ce soit dans un film, dans une pub, voilà, et c'est une part de l'activité très importante aujourd'hui. Et qui peut être très déclencheur aussi d'exposition. Voilà, par exemple, sur Lilywood and the Prick, on a eu une synchro pour Guerlain, et je pense que ça nous a aidé à installer le projet. Un des principaux intérêts du rôle de l'éditeur, c'est justement qu'on n'ait pas accès uniquement sur la production, donc sur l'album. C'est beaucoup plus varié. Donc les différentes sources de revenus que sont la synchro, par exemple, ou l'international, sont des sources de revenus aujourd'hui qu'on ne peut plus négliger, clairement. Donc on a des projets, par exemple, qui n'ont pas encore de label disque. On a signé un groupe qui s'appelle Concrete Knives, mais on a eu 2 synchros. On a un sous-éditeur, on a des sous-éditeurs évidemment dans tous les pays, on en a un en particulier au Québec qui est très réactif sur les projets qui viennent, qui s'exportent chez elle, voilà, et qui nous aide à trouver des relais, éventuellement des sorties, ce genre de choses. Il y a peut-être plus d'opportunités à travers des musiques de films ou en fait des séries ou ce genre de choses, que de sortir un album, par exemple, aux États-Unis, ou qui quand même reste un parcours du combattant. Voilà, soyons clairs, c'est long et difficile.